Bonsoir et bienvenue dans votre journal de TLT. À la une de l'actualité de ce jeudi 30 octobre, incontournable dossier du barrage de Sivins. Les gendarmes donnent leurs images vidéo à la justice. Sanofi se défait de son directeur général. Les salariés manifestent pour ouvrir le dialogue avec la direction. Et enfin un anniversaire, les droits de l'enfant ont 25 ans, un quart de siècle de progrès pour les enfants du monde, même s'il reste beaucoup à faire. À la une de l'actualité, le dossier du barrage de Sivins. Hier, le parquet de Toulouse s'est substitué au parquet d'Albi dans l'affaire de la mort de Rémi Fraisse. La gendarmerie, de son côté, a transmis à la justice des images tournées par les forces de l'ordre lors de l'affrontement qui a coûté la vie aux jeunes manifestants. Demain matin, c'est une assemblée plénière qui réunira le Conseil général du Tarn à Albi. Les élus devront s'exprimer sur l'avenir du chantier du barrage. Le président Thierry Carcenac s'est pour sa part déclaré favorable à sa suspension. De penser autrement à se loger autrement, il n'y a qu'un pas, et ce logement alternatif, c'est ce que revendique le collectif SDF avec le droit au camion. À l'image du droit au logement, ce projet concerne une certaine catégorie de SDF plutôt jeunes qui, pour diverses raisons, ne peut s'insérer dans la société de manière classique. Le camion devient une alternative entre la rue et l'appartement. Pour le collectif SDF, il s'agit de défendre un vrai mode de vie. Marlène Canal et Alain Sorat. Le projet droit au camion, c'est un pacte entre le collectif SDF et celui qui veut un camion pour y vivre. Le collectif met à la disposition de la personne un camion qui roule et en l'espace de 3 mois, la personne l'aménage, passe son permis et assure le véhicule pour ensuite se lancer dans la vie. Un projet qui est sur le point de voir le jour et qui correspond à une vraie demande. Il y a un site internet qui va se créer pour faire du lobbying auprès de quelques sociétés pour se faire donner des camions. On compte sur l'État aussi pour des camions qu'on servit pour la Poste, pour EDF, pour des grosses entreprises comme ça. Et puis voilà, c'est pas le plus difficile d'avoir des camions. Le plus difficile, c'est de commencer à monter le projet. Et une fois que c'est huilé, voilà. Et c'est vrai que les pouvoirs publics sont quand même intéressés sur un projet comme ça parce qu'ils préfèrent certainement voir des jeunes sur un projet comme ça pour à terme pouvoir aller bosser, faire des choses, et en plus ils sont demandeurs, que leur proposer un stage où ils vont pas aller jusqu'au bout, voilà. La plupart des jeunes qui sont moins de 25 ans, ils n'ont pas de RSA, ils n'ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Voilà, il y a des gens abîmés, il y a des gens, voilà. Et le camion, c'est une alternative entre la rue et l'appartement. Et ils sont nombreux à Toulouse, jeunes SDF comme Romain qui retape son camion, à être intéressés par le projet et à défendre un mode de vie. Un mode de vie pour l'instant en marge de la société, mais le seul qui leur permette vraiment de s'insérer. À la base, c'est pour aller travailler, mettre des sous de côté. C'est plus facile de mettre des sous de côté quand on vit en camion qu'en a un appartement. Et puis bon, c'est la liberté, le camion. On a envie de bouger, on met un coup de clé et on est parti faire une saison. Enfin voilà, le camion, c'est un choix. Je vous dirais que c'est pas vraiment un intérêt, c'est plutôt une forme de convivialité, de marginalité. C'est le fait d'aboutir à plein de déboires et tout, confrontés à la vie, qui nous pousse un petit peu aussi. Des gens par rapport à nos animaux et puis un peu le bagage qu'on porte sous le dos, les gens ne s'imaginent pas, c'est entre 80 et 90 kilos le sac à dos. Moi j'ai quand même mon ampli, ma guitare à côté. J'ai les chiens attachés à la ceinture. Le projet, ça pourrait vous aider à quoi ? Déjà d'être honnête déjà avec moi-même, être honnête auprès de la société. Tout simplement, et éviter les problèmes, parce que bon, j'ai fait de la prison et tout ça, pourquoi? Pour des conneries, quoi. Et tout ce que je voulais, c'était m'en sortir. Donc quand il m'a attrapé, j'étais dans un camion, je me suis fait arrêter en camion. Quand je me suis fait attraper, on m'a mis en prison parce que j'avais pas de permis. Mais bon, c'était ma maison, quoi. Enfin, apparemment, on peut vivre sur les caniveaux, ça dérange pas, quoi, mais c'est pas grave. J'ai un diplôme, j'ai 2 diplômes, en fait. J'ai un CAPVP en haute gastronomie, je travaille dans les châteaux. Je travaille demain, si je veux. Mais il faut s'en donner les moyens. Parce que comme moi je suis cuisinier, l'hygiène c'est très important. Le collectif SDF attend la mise à disposition d'un terrain par la mairie pour pouvoir y garer les camions en attente d'aménagement. L'an dernier, on comptait près de 9000 personnes sans logement à Toulouse. Toulouse qui est la première ville d'accueil de SDF, hormis Paris. Une quarantaine de salariés du groupe Sanofi manifestaient entre midi et 2 aujourd'hui devant le site toulousain route d'Espagne. Ils ont appris hier l'éviction de leur directeur général Chris Vibarer. On reproche au directeur général sa gestion en solitaire du groupe. Le conseil d'administration aurait d'ailleurs découvert certains dossiers via la presse. Depuis 2 ans et demi, les salariés se battent pour la survie de leur emploi. Ils espèrent que cette transition permettra de rétablir un dialogue avec la direction au sujet de l'avenir du groupe Sanofi, notamment sur le site toulousain. Jérôme Bolloc et Alain Sorat.
Pour ces salariés de Sanofi, l'éviction de Chris Wiebarer, symbole d'une stratégie entièrement basée sur des enjeux financiers, est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il souhaite mettre la direction face à ses responsabilités. Au-delà du départ de monsieur Wiebarer, on espère qu'il y a une autre politique qui va se mettre en place. Pour l'instant, on attend que pour Toulouse particulièrement, il y ait une vraie volonté de construction et pas simplement de destruction, de suppression d'emplois. Oui, il faut de l'argent, il faut investir, il faut du temps pour avoir un certain résultat. C'est pas de la rentabilité immédiate forcément, il faut penser les choses à long terme, ce que M. Wiebarer ne faisait pas. Il annonçait à la bourse, cette année on va faire encore plus, les dividendes ce sera encore plus, dès l'année prochaine vous toucherez de l'argent. C'était ça son ambition. Le processus de restructuration est déjà très avancé. Depuis le début du plan, la moitié des salariés du site toulousain sont partis. Aujourd'hui, il reste environ 300 personnes. Dans quelques mois, ils ne seront plus que 250. Après 250, c'est quoi l'étape suivante ? Je veux dire, on a un site, on peut accueillir 800 personnes. On avait des possibilités, on était capable de distinguer un médicament valable d'un projet de médicament valable d'un projet bidon, on va dire. Bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des endroits où, au lieu de 5 personnes, il n'y en a plus qu'une. Les postes qui sont réellement partis, les compétences qui sont parties, ne sont pas en fonction des besoins du site. Donc on a aujourd'hui des manques. En biotechnologie, en sciences. Il y a la plateforme recherche qui était prévue pour 90 personnes, elle se retrouve avec 40-45 personnes. Sud Chimie a appelé les autres syndicats à se mobiliser aujourd'hui, sans succès. L'organisation a demandé une entrevue au préfet afin de refaire un point sur la situation de Sanofi. Mariage, pas mariage. En janvier dernier, le président de la République annonçait la fin des 22 régions françaises dans le cadre de la loi sur la décentralisation. Le 8 avril, le Premier ministre Manuel Valls proposait de réduire de moitié le nombre de régions. Les découpages successifs ont annoncé une carte de France à 15 régions, 13 ou même 14. Alors, Midi-Pyrénées fusionnera-t-elle un jour avec Languedoc-Roussillon? Martin Malvy y croit, Marlène Canal et Alain Sorat ont fait le point avec lui hier à l'occasion de l'assemblée plénière du Conseil régional. Le 21 octobre dernier, la dernière mouture de la commission spéciale du Sénat annonçait une carte de France à 15 régions et non à 13 comme au départ, avec Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon séparés. Le 28 octobre, Manuel Valls réaffirmait l'union de ces deux régions pour le Grand Sud, incompréhensible pour certains. En tout cas, pour Martin Malvy, il n'y a pas de doute, la fusion avec l'Aquitaine posait un problème d'organisation. Celle avec Languedoc-Roussillon est la plus cohérente. J'ai trouvé un peu cocasse d'ailleurs que ce soit sur proposition de 2 sénateurs, l'un du Cantal, l'autre du Rhône, qui approuvent la fusion de Rhône-Alpes et de l'Auvergne, qui viennent proposer qu'on défusionne Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. La décision a été prise par l'Assemblée nationale, c'est à elle que viendra le dernier mot. Un dernier mot qu'il souhaite rapide pour préparer au plus vite l'organisation de la nouvelle région dont le financement pose question, car pour Martin Malvy depuis 2010, c'est la réforme Sarkozy qui a supprimé la taxe professionnelle. Les régions sont privées d'autonomie fiscale, les dotations de l'État étant en baisse, les collectivités se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Mais le domaine économique, c'est très large. Ça va de l'orientation vers la formation, à la formation professionnelle, à l'innovation, à l'appui, à l'aide aux entreprises, à l'internationalisation, c'est-à-dire à l'aide au commerce extérieur. C'est tout ce vaste panel des PME qui reviendra en responsabilité des régions. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les PME qui peuvent créer des emplois ou qui créent de l'emploi, non pas les grands groupes. Ça, on le sait. Si au départ, le projet de fusion n'avait pas franchement suscité l'adhésion des élus du Languedoc-Roussillon, il semblerait que les discussions aient repris depuis. Des sénateurs socialistes audois défendront un contre-amendement pour rétablir la fusion de cette grande région pour construire au sud de l'Europe une eurorégion méditerranéenne. 25 ans au service des enfants du monde. En 1989, la Convention internationale des droits des enfants a été signée par plus de 150 pays à l'initiative de l'UNICEF. La mairie de Toulouse, ville amie des enfants, a donc organisé pour l'occasion un grand rassemblement place du Capitole avec les enfants des centres de loisirs. Pascal Solaire était sur place.
Flash mob, dessins, jeux, la place du Capitole s'est transformée en grande cour de récré pour célébrer les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais quels sont-ils au juste? Les enfants ont le droit de jouer, de dessiner, on a le droit de vivre comme on veut, enfin pas trop comme on veut, on n'a pas le droit de faire des bêtises. On a le droit d'avoir une famille, on a le droit de la santé. On n'a pas la guerre comme en Afghanistan, on a le droit au vaccin, on est dans un pays riche. On a le droit d'être amoureux de quelqu'un. En amont de la manifestation, les centres de loisirs de Toulouse ont sensibilisé les enfants sur leurs droits et sur les actions de l'UNICEF pour les faire respecter. Par exemple, en 25 ans, l'association a contribué à réduire de près de 50% la mortalité infantile des moins de 5 ans dans le monde. Depuis 2000, le nombre d'enfants forcés à travailler a chuté d'un tiers. En France, l'UNICEF mène notamment des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Nous n'avons pas de mission spécifique en France avec des bénévoles s'occupant directement d'enfants, mais par contre nous alertons le plus souvent le plus large public, les alerter par exemple sur la condition des enfants migrants. Il y a aussi le droit de vivre en France. Une enquête récente montre que énormément d'enfants vivent encore en dessous du seuil de pauvreté en France, donc c'est à faire respecter aussi que même en France on donne à ces enfants le droit de s'épanouir avec un minimum de revenus. La santé reste primordiale pour l'UNICEF qui lancera prochainement un nouvel appel aux dons pour vacciner les enfants dans le monde. 29% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont évitables grâce à la vaccination. La londonienne Sushila Rahman est en concert ce soir à Toulouse. Sa voix tisse des liens entre les continents européens, africains et asiatiques. Elle s'est créée un répertoire unique, mélange de rock, blues et soul, dans lequel ses racines indiennes sont omniprésentes. Sophie Voinis et Greg Lamazel l'ont rencontrée dans les coulisses du Métronome. Sushila Rahman est donc en concert ce soir à 20 h au Métronome. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour une nouvelle page d'information. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.